Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va présenter le chapitre 1 de cours Introduction à l'ingénierie des matériaux, intitulé Propriétés et applications des matériaux. Avant de passer au premier chapitre, je vous présente quelques ressources et liens pour vous aider à compléter votre formation. Premièrement, vous trouverez le lien de site internet Slim Chouchen, chouchenslim.wordpress.com. Consultez surtout l'article 12 intitulé Mastech, Materials, Engineering and Technology. Vous trouverez le cours, les activités et les examens. Aussi le lien de la chaîne YouTube Slim Chouchen. Je vous invite à consulter surtout la playlist matériaux où vous trouverez toutes les vidéos en relation avec le cours et les TP. Alors, la science des matériaux a pour objectif d'établir la relation ou bien les relations existantes entre la composition chimique, l'organisation des atomes et la microstructure d'une part, et d'autre part des propriétés macroscopiques des matériaux. Donc, ce cours met l'accent surtout sur l'impact de la structure sur les propriétés mécaniques, thermiques, physiques de matériaux. Maîtriser la structure vient à maîtriser les propriétés, permet de fabriquer un bon matériau. La matière se compose de particules discrètes. Nous définissons les matériaux comme les solides utilisés par l'homme pour la fabrication des objets qui constituent le support de son cadre de vie, utilisé dans la vie quotidienne, ou bien pour fabriquer des équipements comme l'automobile par exemple. Alors, on divise les matériaux en 4 groupes: les métaux et leur alliage, les polymères, les céramiques et les verres, et les matériaux composites. Alors, pour le premier groupe, métaux et leur alliage, donc on trouve les métaux, puis on va présenter les alliages. Les métaux les plus utilisés sont le fer, l'aluminium et le cuivre. Ce sont des éléments purs, non mélangés. Les alliages, on trouve des alliages comme les laiton, et parmi les alliages les plus utilisés dans l'industrie, ce sont les aciers, qui se composent de fer plus carbone. Pour les métaux, on trouve l'aluminium. Il pèse environ le tiers de l'acier et du cuivre. Donc il est caractérisé par sa faible densité. C'est un matériau ductile, c'est-à-dire se déforme plastiquement. C'est un matériau facile à usiner et facile à mouler. Aussi, il a une bonne résistance à la corrosion, ce qui explique l'utilisation de ce matériau dans le domaine aérospatial, dans les secteurs de transport et de la construction. Bien sûr, à cause de ses caractéristiques spécifiques, surtout la faible densité et la résistance à la corrosion. Le deuxième métal pur, c'est le cuivre, aussi très utilisé, de couleur rougeâtre, caractérisé par une bonne conductivité thermique et électrique. Donc c'est un bon conducteur d'électricité et de la chaleur. Alors, les principaux alliages maintenant. Les alliages sont divisés en deux. On trouve les alliages ferreux contenant de l'élément fer, principalement la fonte, l'acier et l'acier inoxydable, très utilisé. La fonte fer plus carbone, l'acier aussi, mais la différence est au niveau du pourcentage de carbone. S'il est inférieur à 2, donc on trouve les aciers. Supérieur à 2, ce sont les fontes. L'acier inoxydable utilisé pour fabriquer par exemple les casseroles. On trouve le fer bien évidemment et le carbone, et surtout le chrome et le nickel, les molybdène, vanadium. Ces éléments
permettent de protéger l'acier contre la corrosion. Alors, ces alliages ferreux, par exemple les aciers et les fontes, production mondiale 20 fois plus élevée que celle des autres métaux, production importante, excellentes propriétés mécaniques en termes de rigidité, de résistance, de dureté, avec un prix de revient peu élevé, mais ces matériaux sont sensibles à la corrosion. Moins appropriés pour les applications nécessitant une rigidité à poids faible, parce que ces matériaux sont lourds. Exemple, acier par exemple à faible teneur en carbone, un type d'acier. On trouve par exemple les carrosseries de voitures, profils de construction et les boîtes de conserve. C'est un acier doux, non très résistant. Alors la fente par exemple sont divisées en 4, la fente grise, la fente ductile, la fente blanche, malléable. Voici quelques exemples d'applications: boîtier, palier, carter. Si vous avez remarqué, ces pièces généralement obtenues par moulage, parce que la fente c'est un matériau facile à mouler, comme les bâtis des machines. La carcasse de la machine généralement sont fabriquées en fonte par moulage. Alors la troisième famille des aciers, acier inoxydable, donc lavabo en inox, les casseroles aussi en acier inoxydable, et l'échappement voiture peuvent être aussi fabriqués en inox. Alors, maintenant les alliages non ferreux, deuxième groupe, bien deuxième famille des alliages. Les alliages non ferreux, c'est-à-dire ne contiennent pas de fer, bronze, cuivre plus étain. Le laiton est constitué de cuivre plus zinc. On trouve aussi les alliages d'aluminium, les alliages de zinc, de titane, de magnésium. Les alliages réfractaires sont des alliages à base de molybdène ou bien de tungstène, et le super alliage à base de nickel et de cobalt. Les principales propriétés des métaux non ferreux: la grande résistance à la corrosion, facile à former, à travailler à l'outil et à la forge, possède aussi un bon état de surface, meilleure propriété à poids égal que les métaux ferreux, mais sont plus coûteux que les métaux ferreux. Exemple, donc vous avez le cuivre et ses alliages, des applications de cuivre. On trouve par exemple soupape de régulation pour la distribution d'eau, les raccords rapides, clapet anti-retour, corps de compteur à eau. Donc le bronze, on trouve le boîtier de pompe coulée, les coussinets, et le tableau suivant résume quelques exemples, quelques désignations de cuivre avec l'étain. La résistance mécanique et l'utilisation de ces matériaux dans le domaine pour fabriquer les coussinets, pour faire des pièces par moulage, ou bien dans le domaine de frottement, comme les coussinets par exemple. Alors, maintenant, les caractéristiques générales de ce groupe, premier groupe, métaux et leur alliage, ce sont des bons conducteurs, chaleur et électricité, des matériaux opaques, c'est-à-dire non transparents, sont durs, rigides, résistants, et aussi sont déformables plastiquement, ou bien on dit qu'ils sont ductiles. Le deuxième groupe de ces matériaux, on trouve les polymères. Alors, les polymères sont divisés en trois principalement. On trouve les thermoplastiques, les thermodissables et les caoutchoucs.
Exemple des thermoplastiques, le PET pour fabriquer les bouteilles, le PVC pour fabriquer les canalisations d'eau, les sachets en PE, les gobelets en PS, les phénoplastes connus avec son nom commercial bakélite, utilisé pour fabriquer les poignées des casseroles, les polystères pour les bateaux, et on trouve les caoutchoucs. Ce sont des matériaux très élastiques, les chambraires, les élastiques, ballons, etc. sont fabriqués avec cette matière. Alors, pour les polymères thermoplastiques, on trouve par exemple le PVC, c'est l'abréviation de polychlorure du vinyle, PE polyéthylène, PS polystyrène, le PMMA ou bien plexiglas, c'est le polyméthacrylate de méthyle, le téflon, bonne résistance à l'étanchéité, c'est un matériau étanche, poly et tétrafluoroéthylène. Alors, ces matériaux sont des matériaux isolants électriques et thermiques, légers, faciles à transformer, mais sont peu rigides, peu résistants et ne supportent pas la plupart des temps des températures supérieures à 200 degrés. Les thermoplastiques se déforment et sont façonnables sous l'action de la chaleur, reprennent leur forme initiale en refroidissant, sauf dans le cas de réchauffement répété, c'est-à-dire sont recyclables. Les thermodécessables ne sont pas recyclables. Les thermodécessables prennent leur forme définitive au premier refroidissement et on ne peut pas revenir à l'état initial. Les caoutchoucs sont considérés comme une famille supplémentaire des polymères aux propriétés très particulières, surtout la grande élasticité. Donc ici vous avez des exemples. On trouve les chambraires et les pneus, les ressorts de compression en caoutchouc, les courroies et les bracelets, les gants et même les chaussures. Alors pour le troisième groupe, les céramiques, on trouve les céramiques traditionnelles et les céramiques pour la construction et aussi les céramiques techniques. Donc pour les traditionnels, faïence, ciment, plâtre, briques, blocs. Et pour les céramiques techniques, on trouve les briques réfractaires par exemple, avec les fibres optiques en silicium, les outils de coupe carbure, les joints d'étanchéité qui ont une bonne résistance mécanique et thermique. Les matériaux céramiques se distinguent par leur caractère réfractaire. Réfractaire signifie bonne résistance mécanique et thermique. Les céramiques sont en général très dures, mais elles sont très fragiles. Le verre, c'est un matériau qui appartient aussi à la famille céramique. Ce sont des combinaisons d'oxydes SiO4, NaO2O, CO, à structure amorphe, c'est-à-dire la structure est aléatoire. Le verre est un matériau dur, fragile, transparent. Les applications, donc utilisées essentiellement en optique pour ses propriétés transparentes, vitres, verres de lunettes, lentilles. En chimie et dans l'industrie agroalimentaire, il réagit très peu. C'est donc un matériau idéal pour les contenants, pour fabriquer les bouteilles, le pot de yaourt, les béchères, les colonnes de distillation, les éprouvettes, les tubes à essai. Alors, le quatrième groupe de matériaux, ce sont les composites. Les trois types de matériaux, c'est-à-dire métaux et alliages, polymères ou bien céramiques,
peuvent être combinés pour former des matériaux composites. Donc un composite, c'est un mélange de deux ou plus de matériaux de classes différentes. C'est-à-dire si vous combinez un polymère avec un métal avec une céramique, céramique polymère ou bien le 3, c'est un matériau composite. L'objectif de le matériau composite, c'est combiner deux propriétés dans le même matériau. Donc, ils sont composés d'un matériau de base, appelé matrice, qui va jouer le rôle de liant, renforcé par des fibres, avec un autre matériau. En renfort, on utilise la fibre de verre, par exemple, ou bien la fibre de carbone. Exemple, les résines époxydes sont des polymères légers. Les fibres de verre sont des matériaux résistants. Donc, le mélange donne un matériau léger et résistant. Le béton, c'est un mélange de ciment, de gravier, de sable, de béton armé, de l'acier. C'est un matériau composite. Donc, il combine plusieurs propriétés de différents matériaux utilisés. Donc, après avoir présenté les classes des matériaux, quelques exemples d'utilisation et éventuellement les propriétés, on va passer à la partie suivante qui met l'accent sur les propriétés des matériaux. Le comportement d'un matériau est caractérisé par sa réaction à une sollicitation. On définit une propriété d'un matériau comme étant la mesure d'un comportement par essai. Donc, on fait des essais mécaniques pour déterminer les propriétés mécaniques, des essais thermiques pour déterminer aussi les propriétés thermiques, et ainsi de suite. On peut distinguer trois catégories de propriétés selon le type de sollicitation. Donc vous avez les propriétés mécaniques qui reflètent le comportement des matériaux déformés par des systèmes de force. Si on exerce une force de matériau, donc c'est pour mesurer la ductilité, la dureté, la rigidité, la résistance. Les propriétés physiques qui mesurent le comportement des matériaux soumis à l'action de la température, par exemple, des champs électriques, magnétiques, la lumière. Et aussi, il y a les propriétés chimiques qui caractérisent le comportement des matériaux soumis à un environnement plus ou moins agressif pour mesurer, par exemple, la résistance à la corrosion. Alors, la première propriété, c'est la fragilité. Un métal fragile est un métal qui se rompt au lieu de se déformer, c'est-à-dire se rompt directement, sans déformation. Le verre, la fonte, le béton et les céramiques sont d'excellents exemples de matériaux fragiles, se cassent directement, sans déformation plastique. Ils se déforment élastiquement et puis se terminent par la rupture. Ils ne supportent pas les efforts de pliage et se brisent lors d'un choc. La ductilité. La ductilité, c'est l'inverse de la fragilité. Un matériau est dit ductile lorsqu'il peut être étiré, déformé, sans se rompre. Donc il accepte la déformation permanente, déformation plastique appelée. Des métaux comme le cuivre et l'acier sont doux et sont ductiles. Certains matériaux, on peut les déformer même à la main. Alors, la propriété élasticité, c'est une caractéristique de matériaux, désigne la capacité à reprendre la forme initiale. Comme un ressort, si vous exercez un effort, après relâchement, le matériau reprend sa forme initiale.
Alors, la limite élastique en traction représente le point à partir duquel la pièce est déformée de manière permanente. C'est-à-dire, si on dépasse ce point-là, la déformation est permanente. Si on travaille au-dessous de la limite élastique, le matériau, toujours, il reste dans ce domaine élastique et après relâchement, le matériau revient à l'état initial. Donc voilà, voici quelques exemples qui nécessitent cette propriété. La planche ici doit être élastique pour supporter cette déformation. Après relâchement, donc il faut que le matériau revienne à l'état initial. La ténacité ou bien la résistance au choc, cette propriété, c'est le contraire de la fragilité, connue aussi sous le terme résilience. Donc ça, c'est le schéma qui montre le mouton Sharpie. C'est la machine utilisée pour mesurer la résistance au choc. La ténacité est la capacité d'un matériau à résister à la rupture sous l'effet d'un choc. Par exemple, l'acier est plus tenace que la fonte. Il résiste mieux au choc. La fonte, plus tenace que le verre. Et sur le verre a une faible ténacité. C'est un matériau qui ne résiste pas au choc. Fragile. Les machinistes outilleurs qui fabriquent les outillages comme les moules ou bien les poinçons matrices en acier connaissent fort bien l'importance de cette propriété. Lorsque les systèmes ont pour fonction de découper des plaques d'acier par poinçonnage, il faut que le poinçon résiste bien au choc, sans se briser, ni s'écailler par frottement, étant donné le rythme de production de plus en plus élevé. La propriété suivante, c'est la dureté. La dureté d'un matériau est définie comme la résistance qu'il oppose à la pénétration d'un corps plus dur que lui. Donc c'est la résistance à la pénétration. L'acier est plus dur que l'aluminium, car il est plus difficile à railler. Donc voilà le principe, comment mesurer la dureté d'un matériau. Consiste à exercer un effort sur une bille sur le matériau et par la suite on va mesurer la trace laissée par la bille sur le matériau. Donc la profondeur ou bien le diamètre est lié à la dureté du matériau. La propriété résistance à la corrosion. La résistance à la corrosion désigne la capacité d'un matériau de ne pas se dégrader sous l'effet de la combinaison chimique de l'oxygène, de l'air et de métal. Donc la corrosion, c'est le résultat d'une réaction chimique entre le métal et l'oxygène. On appelle ça la rouille, le khaz. Les alliages d'acier au nickel, chrome, acier inoxydable, d'aluminium, silicium, magnésium et d'aluminium, zinc résistent tout bien à la corrosion. La résistance à l'abrasion. La résistance à l'abrasion désigne la résistance d'un corps dur à l'usure par frottement. Plus un matériau est dur, plus il résiste à l'abrasion. Les aciers à l'outil, à haute teneur en carbone, les aciers inoxydables, les aciers rapides, utilisés pour fabriquer les outils, présentent une bonne résistance à l'abrasion, frottement. Par exemple, pour meuler un acier à outils, on choisit une meule différente de celle qu'on utilise pour de l'aluminium, qui lui a très peu de résistance à l'abrasion. Moins résistant à l'abrasion, l'aluminium. Dilatation et contraction thermique.
D'une manière générale, les matériaux subissent un allongement sous l'effet de la chaleur. On appelle ça dilatation. Et à l'opposé, on appelle contraction. Les matériaux ne réagissent pas tous de la même façon sous une même température, car ils ont des coefficients thermiques différents. Donc la dilatation est différente d'un matériau à un autre. Par exemple, l'aluminium se dilate environ 2 fois plus que l'acier, bien sûr sous la même variation de température. Voilà la déformation sous l'effet de la chaleur. Donc cette déformation, bien cette dilatation, dépend de matériaux. Et on peut mesurer ça par son coefficient thermique. La fatigue, c'est un essai qui permet de mesurer la résistance aux fatigues à des efforts appliqués variables et répétés. La fatigue est la détérioration d'un matériau soumis à des charges répétées, donc non monotones. Donc les charges se répètent plusieurs fois, variables. Ces sollicitations répétées se terminent souvent par une rupture. C'est pas à cause de l'effort, c'est à cause de la répétition. Même si l'effort est inférieur à la limite élastique, on peut avoir de la rupture. Même si les forces de sollicitation ne sont pas importantes, elles finissent par provoquer la rupture. Il existe de nombreux exemples de rupture sous l'effet de fatigue. Pensez par exemple aux ailes d'avion, aux pièces de transmission, vilebrequin. Beaucoup de pièces qui travaillent en service sont sollicitées en fatigue puisqu'ils sont en mouvement. Donc ils travaillent en mouvement avec la charge. La charge devient variable et il faut faire une étude de fatigue. Alors le point de fusion d'un métal est la température à laquelle il passe à l'état solide sous l'action de la chaleur. Donc ce point détermine en grande partie, par exemple, sa soudabilité. Les métaux dont le point de fusion est bas exigent moins de chaleur pour être soudés et aussi pour être moulés. Donc la température de fusion est utile pour le moulage. Par exemple, on trouve en bas les plastiques, ensuite les tins, le zinc, l'aluminium c'est fond à 660, l'acier 1450 et bien sûr le matériau dur, le titane, au-delà de 1600 degrés Celsius. La conductivité est la capacité d'un matériau de conduire ou bien de transférer la chaleur ou bien l'électricité. Donc voilà, voici des figures qui montrent l'ordre des matériaux selon la conductibilité électrique et la conductibilité thermique. Donc on trouve les plastiques qui sont isolants, le verre, céramique, ensuite les tungstènes, le fer, puis on trouve les matériaux, les métaux. Les plus conducteurs, c'est le cuivre. Donc, ce qui explique son utilisation pour fabriquer lames métalliques, lames de fil électrique. Et ici, vous avez les conductibilités thermiques, la chaleur. Bien sûr, on trouve aussi le cuivre, il est bien placé comme étant parmi les matériaux conducteurs de la chaleur. Donc c'est la fin de chapitre propriétés et applications des matériaux. Un exercice de synthèse, on vous demande de classer ces matériaux selon la densité et selon la température. Vous avez un tableau qui résume, qui vous donne la densité et le point de fusion de quelques matériaux. N'oubliez pas de faire l'activité 1 et 2. La première consiste à faire une recherche sur un thème parmi les thèmes proposés.
Et la deuxième, faire une recherche sur la déformation plastique élastique en une seule page, manuscrite à la main, et sur le thermoformage. C'est un procédé utilisé pour fabriquer les barquettes, des matériaux faciles à thermoformer. Donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un thermoformage, quel est le principe de ce procédé. Donc vous avez un annexe, vous pouvez le consulter pour voir plus de détails sur les matériaux et leur application. Par exemple, la fonte ici sont divisées en 4, donc c'est déjà vu. Les fontes grises, bonne moulabilité, sont faciles à mouler, utilisées pour fabriquer les bâtis, les carters, les radiateurs, blocs moteurs, etc. Donc vous avez les fontes malléables, donc plus résistants que les fontes grises. Caractéristiques mécaniques élevées, bonne résistance à l'usure. Donc regardez les applications, les quincuilleries, les leviers, tubulures, des pièces complexes. Et puis un matériau plus résistant et ductile. Donc c'est une combinaison, grande résilience, bonne qualité flottante. Les vérins, les vilebrequins, les arbres à cames, les roues dentées, les regards d'égout, et bien évidemment les bâtis. On peut utiliser ce matériau pour fabriquer les bâtis. Alors pour les aciers, on peut les diviser en 3 en fonction de teneur en carbone. Donc vous avez le premier groupe des aciers, un faible teneur, dont le pourcentage est inférieur à 0,25%. Bon, trempabilité faible, donc c'est-à-dire n'accepte pas les traitements thermiques. On peut le renforcer par déformation plastique. Se compose de ferrite, de perlite, c'est-à-dire ce sont des aciers doux, peu résistants, mais ils ont une bonne ductilité et une bonne ténacité. Facile à usiner, facile à souder, coût de production inférieur à celui des autres aciers, et vous avez les quelques caractéristiques mécaniques. Application, carrosserie de voiture, profil de construction et les boîtes de conserve. Deuxième groupe, acier à moyenne teneur en carbone, donc dont le pourcentage est entre 0,25 et 0,6%. Amélioration de propriétés par traitement thermique possible, trempe le survenu. Traitement thermique efficace si la pièce est mince et la vitesse est très élevée. Alors si on ajoute quelques éléments d'addition à cet acier à moyenne teneur, ça facilite les traitements thermiques et offre une bonne combinaison entre la résistance et la ductilité. Et ça c'est très important pour les pièces mécaniques, c'est combiner ces deux propriétés contradictoires en augmentant la résistance, en même temps en gardant la ductilité de matériaux. Ça c'est une tâche très compliquée. Donc traitement thermique, acier plus résistant mais ductile et ténacité moindre. Exemple d'application des aciers à moyenne teneur en carbone: les roues de train, les voies ferrées, les engrenages et les vilebrequins. Les aciers à forte teneur en carbone, dont la teneur est entre 0,6 et 1,4, ce sont des aciers très durs, très résistants, moins ductiles bien sûr, durcis et revenus par traitement thermique, bonne résistance à l'usure. On peut ajouter des éléments d'addition comme le chrome, vanadium, tungstène, molybdène, qui se combinent au carbone pour former des carbures. Ça c'est très important, ça augmente la résistance, les carbures, qui résistent très bien à l'usure, donc ça améliore la résistance à l'usure. Acier à outils efficace, excellente résistance à l'usure et l'abrasion, dureté élevée à haute température et grande résilience. Exemple d'application: les outils de coupe, les forêts, les mèches, les couteaux, les rasoirs et les ressorts. Alors, les aciers inoxydables résistent à l'oxydation. Température d'utilisation peut atteindre 1000 degrés
Et voici quelques pourcentages des éléments d'addition qui permettent d'améliorer la résistance à la corrosion. La norme dit que le pourcentage de carbone dépasse 11%, c'est un acier inox. Il faut que le pourcentage soit supérieur à 11%. Donc divisé en 3, les ferritiques, l'austénitique, les martensitiques. Voici quelques exemples de composition chimique et quelques applications. Par exemple, pour les aciers ferritiques inoxydables, on utilise pour fabriquer les moules de verre, système d'échappement. L'austénitique pour les appareils chimiques, construction par soudage, les appareils médicaux. Et les martensitiques, canaux de carabine, couteaux, pièces moteurs avions, les couteaux, les outils de chirurgie. Donc on peut les fabriquer ou bien par écrouissage ou bien par traitement thermique. Exemple d'application de l'aluminium et ses alliages, canettes, carrosserie, vélo. Alors, les applications des zinc et alliages, les avantages: faible température de fusion, excellente collabilité destinée à la fonderie, faible coût de revient. Et regardez que signifie galvanisation. Les applications des céramiques, on trouve les bougies de voiture, les meules et les douilles de lampe. Les applications de composite, abribus, coffret électrique, raquettes de tennis sont des composites constitués de des résines polyester ou bien époxyde plus fibre de verre ou bien fibre de carbone. Donc mélange de deux matériaux différents, ça donne un composite. D'autres exemples, donc regardez les exemples avec les propriétés. Donc si vous avez coffre arrière, train, nez de TGV et bateau. Alors je vous demande de regarder sur internet des vidéos sur le recyclage des plastiques, récolte de latex, c'est le caoutchouc naturel, la galvanisation à chaud, et s'il y a d'autres vidéos sur les composites, donc afin de compléter votre formation. Merci à vous et à la prochaine vidéo.